Bonjour à tous et bienvenue au 18e salon de la création reprise entreprise des Côtes d'Armor. Pour la deuxième année en virtuel, vous êtes plus de 200 inscrits à cette 18e édition. Nous vous proposons depuis ce matin à 9h30 jusqu'à 13h 7 conférences différentes pour vous aider à maturer à votre projet de création de reprise d'entreprise avec différents sujets. Nous avons vu des témoignages d'entrepreneurs ce matin. Juste avant, c'était une conférence sur de l'idée au projet. Et tout de suite, on va parler d'une conférence sur bien choisir son statut. Alors si on organise cette 18e édition du Salon de la création reprise d'entreprise, c'est grâce aussi au soutien de Saint-Brieuc Armor Agglomération, de l'Orval-Terre-et-Mer, de Groupama, Banque Populaire de l'Ouest, la MAF Pro, le Crédit Agricole, l'Ordre des experts comptables, le Crédit Mutuel de Bretagne et l'Ordre des avocats. Si vous avez des questions à la fin de cette conférence ou pour les relayer, n'hésitez pas à les poser sur le chat des différents réseaux sociaux, on les relaiera. Et puis je vais tout de suite passer la parole à la Chambre des métiers. Cette conférence, bien choisir son statut, on accueille ici sur le plateau l'Ordre des experts comptables, l'Ordre des avocats, la CAE avant-première et la Chambre des métiers. Vous allez, j'imagine, vous présenter. Je vous laisse la parole pour la conférence. Merci Pauline, je m'appelle Jean-Pierre Philippe, je suis conseiller d'entreprise à la Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne. Alors, je suis accompagné effectivement sur cette conférence par Raphaël, si tu veux te présenter. Donc Raphaël Chaudourne, je suis avocat au sein du cabinet Fidal à Plérin et je suis élu au Conseil de l'Ordre des avocats. Laurence. Bonjour, je suis Laurence Falkenstein, co-gérante d'Avant-Première, qui est une coopérative d'activité et d'emploi basée à Plérin en Côtes d'Armor. Bernard Odenma, donc je suis expert comptable, Ploufragan et Étape-sur-Mer, et je suis élu à l'Ordre des experts comptables. Bien, alors, ce qu'on peut dire pour introduire cette conférence sur les statuts, deux choses, peut-être, c'est d'abord, il n'y a pas de format idéal, il n'y a pas de statut idéal, il n'y a pas de statut standard. C'est forcément du sur-mesure en fonction du projet, en fonction des objectifs de la personne. La deuxième chose, c'est qu'il y a un ordre dans lequel on fait les choses et la question du statut c'est un sujet important, mais c'est un sujet qui intervient après d'autres sujets. D'autres sujets doivent être réglés avant. Et principalement deux sujets. Le premier, c'est la question du chiffrage du projet. On peut pas pertinemment choisir un statut, un régime, une structure, si on n'est pas au clair sur les perspectives de chiffre d'affaires, d'activité, la perspective de rentabilité, les besoins de financement. C'est en fait ce qui correspond à l'étude prévisionnelle. Et on ne peut pas être au clair sur l'étude prévisionnelle si en amont, on n'a pas une réflexion sur son offre de service, sur le marché et sur les moyens qu'on va mettre en œuvre pour répondre à ce marché. Voilà, c'est les deux prérequis, donc l'étude de marché d'une certaine manière, de manière générale, et l'étude prévisionnelle, qui sont des préalables à l'étude sur le statut. Alors Bernard, je me tourne vers toi. Première question sur, quand on parle de statut, de structure, de régime, quels sont les enjeux, de quoi on parle, et est-ce qu'il y a des critères pour choisir un statut ou un régime ? Donc tu parlais des prévisions financières. Donc c'est vrai que quand vous avez un projet, donc vous savez un petit peu où vous en êtes à un moment donné. N'hésitez pas à franchir et à venir voir un expert comptable. Les premiers rendez-vous sont gratuits, etc. Donc via Business Story. Vous venez avec donc ce qu'on va descendre en fait, c'est avant tout de savoir si le projet économique tient la route. Et en fonction de ce projet, il va y avoir un certain nombre d'impacts qui vont faire qu'on va regarder le côté fiscal, la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc. Le côté social, statut salarié, statut non salarié. Est-ce qu'il y a des problématiques patrimoniales ? Est-ce que vous avez des biens protégés ou est-ce que vous êtes plutôt en début ? Est-ce que vous êtes plusieurs associés, etc., etc. Et donc c'est tout cela qui va faire qu'à un moment donné, on va descendre un certain nombre de choses qui vont faire qu'on va choisir un statut. Alors au niveau fiscal, 2-3 exemples. Il y a l'histoire de la TVA.
ça, c'est pas trop une problématique au niveau des statuts. On peut opter ou pas. Voilà. Il y a plus une option au niveau impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés. Je m'explique, il y a certains statuts qui sont à l'impôt sur le revenu, d'autres qui sont à l'impôt sur les sociétés, d'autres où on peut opter. Un tout petit exemple, vous avez votre prévisionnel, on devrait sortir par exemple, on va dire 50 000 euros de bénéfices, dont 20 000 pour votre rémunération et 30 000 pour de l'investissement, surtout des remboursements d'emprunts, on va dire. Si je suis sur une fiscalité à l'impôt sur le revenu, je vais avoir de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales sur 50 000. Donc il va me manquer des fonds pour rembourser mes emprunts puisque j'aurai plus de cotisations. Donc il faut que je sépare les 20 000. Donc là, si je suis à l'impôt sur le revenu, excusez-moi, donc voilà. Si je suis à l'impôt sur les sociétés, mes 20 000 seront bien fléchés revenus, donc cotisations sociales et impôts, et mes 30 000 resteront à une fiscalité légère qui permettront de rembourser l'emprunt. Donc ça, c'est un petit exemple pour dire, à un moment donné, là, il faut que je sois sur l'impôt sur les sociétés. Donc il faut que je sois à l'impôt sur les sociétés, il y a des statuts que je ne peux pas prendre. Si je dois être plutôt sur un statut salarié ou un statut non salarié, même chose, il y a des statuts où je suis obligatoirement sur un statut non salarié, qui est moins cher, soit dit en passant, ou d'autres... Je peux avoir des problèmes où je dois être sur un statut salarié. Et il y a d'autres statuts que je ne peux pas prendre, donc etc., qui font qu'à un moment donné, en bout de course, c'est ce statut-là qu'il faut prendre et pas un autre. Donc on ne fait pas le statut et ensuite on déroule et ensuite on arrive au statut, en fait. Alors, la question à Laurence, est-ce que tu peux nous présenter la panoplie des possibilités, ou en tout cas des principales possibilités de statut ou de régime quand on crée ou on reprend une entreprise? Oui, même si là, on va pouvoir dresser qu'un éventail très large, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de statuts et qu'en 3 minutes, la commande n'est pas réalisable. Mais néanmoins, sur les statuts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 grandes familles de statuts dont on parle souvent. D'un côté, la famille des entreprises individuelles et de l'autre côté, la famille des sociétés. Donc, on peut présenter les caractéristiques communes de ces grandes familles. Sur les entreprises individuelles, la principale caractéristique de cette famille, c'est que on ne fait pas de distinction juridique entre la personne qui lance l'entreprise et l'entreprise en tant que telle. Le patrimoine de l'entreprise est fondu dans le patrimoine de la personne. On parle là d'une personne physique. Donc c'est souvent des statuts qu'on choisit quand on entreprend seul. On est seul maître à bord dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans la prise de décision de son entreprise. Et donc là, on va trouver des statuts comme les entreprises individuelles. On entend souvent parler d'entreprises individuelles au réel simplifié, que Bernard présentera certainement mieux que moi si on va le consulter là-dessus. C'est dans cette famille aussi qu'on trouve le régime spécifique de la micro-entreprise, dont on entend souvent parler parce qu'il a été assez médiatisé, qui peut être très bien dans certains cas, mais là encore, il faut se référer aux critères de choix qu'on fait pour son statut. Et on a aussi dans cette famille l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui a un statut plus récent, qui a été mis en œuvre il y a quelques années. Cette grande famille, ce qui la caractérise aussi, c'est qu'on est plus léger dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'il y a moins de formalités au démarrage et moins de formalités au long cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de faire des assemblées générales. On reste dans un formalisme assez réduit. C'est une famille de statuts qui a longtemps été considérée peut-être comme un peu plus risquée dans la mesure où les 2 patrimoines, entreprises et individus, sont fondus. Mais néanmoins, on a des possibilités de protection qui existent aujourd'hui. Et c'est aussi une famille de statuts où le salariat est possible dans certains cas, mais pas dans tous. Donc ça, c'est les grandes caractéristiques de la famille des entreprises individuelles. Et sur la famille des sociétés, ce qui caractérise principalement cette famille, c'est que la société a une vie propre, distincte de celle de son créateur. C'est-à-dire que la société, c'est considéré comme une personne morale qui a une identité, qui a un siège social, qui a des statuts.
et qui peut souscrire des contrats ou prendre des décisions en tant que personne morale. Dans ce type de famille, on peut entreprendre seul. Là, on va trouver les statuts comme le URL ou la SASU, dont on parle régulièrement aussi. Mais c'est souvent des statuts qu'on choisit quand on entreprend à plusieurs. Donc là, on retrouve les SARL, les SA, les SAS ou encore les SCOP, les sociétés coopératives. Ce sont des statuts qui sont intéressants à choisir quand on est peut-être sur un projet de plus grande ampleur où il y a des investissements spécifiques à faire. Mais néanmoins, il y a un peu plus de complexité et de formalisme à anticiper, que ce soit au moment de la création, puisqu'il faut écrire des statuts qu'il faut ensuite déposer auprès du greffe du tribunal de commerce. Et puis, dans la vie de la structure au long cours, il y a aussi un peu plus de formalités. Mettre en place une assemblée générale. Mais c'est quand même une famille qui est vue aussi comme un peu plus protectrice du point de vue du créateur, parce qu'on parle souvent de responsabilité limitée, notamment dans les investissements financiers. Et donc, comme on est sur des statuts qui sont souvent collectifs, il faut anticiper la manière dont va se partager le pouvoir, c'est-à-dire la prise de décision et l'investissement. Voilà pour ces deux grandes familles de statuts. Malheureusement, on n'a pas beaucoup plus de temps pour les détailler. Mais néanmoins, vous allez identifier ce matin tout un tas de professionnels qui peuvent vous accompagner pour le faire. Et puis, on peut aussi dire qu'il y a d'autres formes pour entreprendre, mais là, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, notamment quand on n'a pas fait ce préalable qu'évoquait Jean-Pierre sur l'étude de marché ou le choix du cadre de son entreprise. Raphaël, on a parlé des entreprises individuelles, on a parlé des sociétés, particulièrement dans le cas des sociétés qui seraient portées par plusieurs personnes. Quels sont les points de vigilance ? Alors, comme on l'a exposé précédemment, il n'y a pas de forme juridique et de statut idéal. Donc, on va vraiment partir du projet de chacun. Et effectivement, quand on entreprend à plusieurs, il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir qui sont fonction du projet. Mais on trouve régulièrement la question de la répartition des pouvoirs entre les dirigeants eux-mêmes. Limitation de pouvoir ou pas limitation de pouvoir, la répartition de pouvoir avec les associés. Vraiment, l'idée directrice, quand on est plusieurs, c'est au maximum d'anticiper et d'éviter les situations de blocage et d'adapter une gouvernance qui correspond à la philosophie du projet et des porteurs de projet. C'est aussi important d'étudier les modalités de transmission de ces titres de société, comment on va fonctionner. Encore une fois, c'est une analyse au cas par cas en fonction du projet. Par exemple, dans un projet, si on devait cumuler la fonction de salarié avec, pourquoi pas, d'associés et associés minoritaires, voir comment on organise tout ça. L'idée, encore une fois, c'est d'éviter les situations de blocage qui pourraient paralyser la vie de la société et les situations de blocage d'un associé, par exemple, minoritaire qui se retrouverait coincé dans une société. Ce qui est important aussi de dire, c'est que parfois, on peut être tenté de se dire je vais aller trouver des statuts types sur Internet et je vais me débrouiller tout seul. Alors, ce n'est pas forcément une solution idéale. D'abord parce que, encore une fois, on ne peut pas véritablement dire qu'il y ait de statut type puisque ça dépend du projet et encore plus quand on est dans une SAS qui permet une très grande liberté et vraiment d'adapter sa gouvernance en fonction du projet. Et puis ce qui est important au moment où on crée sa société et où on définit les statuts, c'est de se faire accompagner par un professionnel qui va aussi pouvoir vous expliquer quels sont les droits et les obligations à la création, mais aussi dans la gestion de la société et de faire les choses correctement dès le début. Et puis, pour terminer, ce qui est important de savoir, c'est que on a le droit de se tromper et qu'en principe, il n'y a rien d'irréversible. On peut commencer par un statut et le modifier par la suite. Mais c'est vrai que dans la mesure du possible, c'est bien d'avoir une vision à moyen terme parce que si rien n'est irréversible, à chaque fois qu'on va avoir un changement, on va avoir des coûts. Et dans un premier temps, c'est pas mal que les coûts ils soient plutôt dans le business que dans le juridique. Voilà. Laurence, je reviens vers toi. On a évoqué
la création sous forme d'entreprise individuelle ou de société. Il existe une autre voie, éventuellement, pour des personnes qui ne seraient pas tout à fait au clair sur leur approche du marché et sur leur chiffrage, c'est la coopérative d'activité. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Effectivement, il est aussi possible de démarrer son activité, de l'installer dans le temps, sans créer un statut juridique où on est seul. La coopérative d'activité que je représente apporte cette solution. C'est-à-dire qu'on accueille des entrepreneurs qui souhaitent démarrer leur projet, être accompagnés au quotidien dans certains choix commerciaux de développement et qui souhaitent aussi bénéficier d'un réseau d'autres entrepreneurs pour s'installer, développer leurs contacts et puis installer leur activité. Donc, les coopératives d'activité et d'emploi proposent un hébergement juridique, comptable, fiscal, administratif qui permettent à l'entrepreneur de commencer à démarrer, à facturer les prestations ou les produits vendus sans créer de statut distinct. Ils bénéficient chez nous d'un statut d'entrepreneur salarié, c'est-à-dire qu'ils sont bien entrepreneurs de leur activité, ils font leur propre choix de gestion et développement, mais ils sont salariés de la coopérative sur un contrat de travail assimilé à un CDI, sauf que le salaire versé est fonction du chiffre d'affaires généré par l'activité. Ce n'est pas un salaire assuré par la structure, c'est bien l'entrepreneur qui se verse lui-même son propre salaire. Au-delà de ce portage, l'entrepreneur bénéficie d'un accompagnement individuel et collectif sur les compétences entrepreneuriales, c'est-à-dire sur tout le développement commercial, communication, comment fixer mes tarifs, comment me présenter à un client, comment mettre en place mes outils de communication. Et puis aussi sur toutes les compétences de gestion, c'est-à-dire comment mettre en place des tableaux de bord, des tableaux de suivi pour pouvoir savoir combien j'ai facturé ce mois-ci, quelles ont été mes charges, qu'est-ce qui me reste à la fin du mois. Et puis les entrepreneurs bénéficient aussi d'autres services supports comme l'accès à un logiciel de gestion. On est référencé Calliope pour les activités de formation qui permet de vendre de la formation professionnelle. Les entrepreneurs peuvent encore chez nous répondre à des marchés publics. Tout ça s'inscrit dans un réseau d'entrepreneurs puisqu'on a en permanence entre 100 et 120 entrepreneurs qui sont dans les coopératives sur les Côtes d'Armor. Donc ça permet de faire du lien, à la fois de partager son expérience de créateur et puis aussi de développer du réseau d'affaires. Et puis enfin, il faut quand même préciser que cette forme d'entrepreneuriat s'adresse à tous. On ne fait pas de sélection à l'entrée sur la faisabilité économique du projet, c'est-à-dire qu'on ne va pas permettre l'entrée ou non en fonction de si on pense que l'activité va fonctionner ou pas. Mais néanmoins, du fait du portage juridique et comptable, on peut avoir des contraintes liées à l'entrée, qui sont notamment des contraintes liées à la réglementation ou à l'assurance. Il faut que l'assurance puisse être couverte chez nous, puisque comme tout est mutualisé, on doit pouvoir sécuriser chacun des créateurs. Et puis, on peut aussi avoir des contraintes liées à l'investissement de départ. C'est-à-dire que, comme le portage est juridique, la coopérative n'est pas en capacité d'assumer certains investissements. Mais tout ça, on peut le préciser puisqu'on fait des réunions d'information une fois par mois à Plérin et puis aussi dans d'autres lieux comme à Lamballe, à Guingamp, à Dinan. Et puis, pour terminer, je précise qu'il y a plusieurs coopératives d'activité et d'emploi en Côtes d'Armor. Il y a Avant-Première que je représente qui accompagne des activités généralistes, donc de l'artisanat, des activités de service, de la formation, des consultants. Mais on a aussi une coopérative d'activité et d'emploi spécialisée dans le bâtiment qui s'appelle Bâti Première, ou encore dans le milieu du bâtiment, dans le bureau d'études et conception qui s'appelle Amazing. Merci. Bernard, je vais m'adresser à toi. Le gouvernement a annoncé récemment un certain nombre de mesures pour les entreprises en 2022. Parmi cet ensemble de mesures, il y a des choses qui concernent notre sujet sur les statuts, les structures et les régimes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, en tout cas de ce qu'on sait aujourd'hui ? Oui, alors, on va avoir une petite révolution, là. C'est-à-dire qu'il y a une loi, ça s'appelle la loi sur l'entrepreneuriat, qui va sortir sans doute en janvier. Elle est en discussion pour l'instant. Elle va porter sur un certain nombre de choses, donc sur les exonérations de plus-value quand on revend, donc qui vont être augmentées. Donc on a vu tout à l'heure, il y a l'entreprise individuelle, il y a la société. Quand je suis en société SARL,
mes cotisations sociales sont personnelles et sont prises en charge par la société. Si j'ai un problème et puis que je dépose le bilan, puisque ça fait partie de la vie de l'entreprise, enfin de la vie économique, jusque-là j'avais un petit problème sur ces cotisations-là, donc du coup la loi permettrait justement de régler ce problème. Sur les entreprises individuelles, là, il y a une petite révolution, à savoir qu'on a entendu parler tout à l'heure des entreprises individuelles à responsabilité limitée, les EIRL. Les EIRL, vous avez un patrimoine d'affectation et vous avez vraiment une sécurité, d'ailleurs une sécurité telle qu'à un moment donné, ça a été compliqué d'en faire parce que, comment dire, par rapport si vous aviez besoin d'un financement bancaire, comme vous ne pouviez pas vous porter caution, ben, la banque pouvait à un moment donné dire je suis pas la seule à prendre tous les risques, donc voilà. Donc au début on a eu très peu de IRL, puis après ça s'est un petit peu développé mais pas énormément. À partir donc de la loi sur l'entrepreneuriat, les EIRL disparaîtraient, enfin celles en activité continueraient, on pourrait plus créer des nouvelles EIRL tout simplement parce que l'entreprise individuelle serait avec un patrimoine d'affectation, de sorte que vous n'auriez plus la fusion entre les deux patrimoines. Vous auriez un patrimoine d'affectation avec les biens, le véhicule, etc., qui servent à l'exploitation, et votre patrimoine personnel qui ne serait pas touché en cas de dépôt de bilan. Et dernière chose qui est un petit peu révolutionnaire, en tant qu'entreprise individuelle, on pourrait opter à l'impôt sur les sociétés. Donc, dans l'exemple que je donné tout à l'heure, avec mes 50 000, mes 20 000, mes 30 000, ben, en fait, dans mon exemple tout à l'heure, il valait mieux créer une société. Là, demain, on se posera un petit peu plus la question en disant, et finalement, est-ce que je ne vais pas créer une entreprise individuelle parce que je suis tout seul, parce que je ne cherche pas à avoir des associés, parce que, etc., qui fera que l'entreprise individuelle, qui, à mon avis, était moins, sauf dans les cas des auto-entrepreneurs, etc., qui avait moins la vogue, va reprendre un petit peu plus d'intérêt avec cette loi, quoi. Merci beaucoup à tous. On est arrivé au bout du timing. Je pense que si les personnes ont davantage de questions très individuelles, ils trouveront vos coordonnées sur le site de l'événement. Je pose juste une petite question parce que je pense que la réponse sera rapide. Une question de Renka. Désolée, c'est les noms sur les réseaux sociaux. Est-ce que le portage salarial a une durée minimale d'accompagnement ? Alors, il y a, pour le cas de la coopérative d'activité et d'emploi, la présence dans la coopérative est limitée à 3 ans. Mais néanmoins, comme on est organisé sous forme de SCOP, au bout des 3 ans, on estime que l'installation de l'entreprise est faite. Et donc après, soit on fait le choix d'aller s'installer vers un autre statut comme ceux qu'on a présentés, mais on peut aussi décider de rester dans la coopérative en devenant associé et donc de poursuivre le développement de son activité avec nous. Et d'ailleurs, on développe d'autres services pour ces entrepreneurs associés qui s'installent dans la durée. Donc on n'est pas viré du jour au lendemain. On a 3 ans pour tester son projet et au bout de 3 ans, on choisit soit de continuer par une voie en choisissant un statut, par exemple, qui aurait été évoqué ce matin, soit toujours au sein de la SCOP avec un statut aussi spécifique. Tout à fait. D'accord, ok. Merci beaucoup. Je pense que le sujet est très riche. Je pense qu'on pourrait y passer des heures parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de statuts différents. Merci à vous, merci à chacun d'entre vous. Et puis encore une fois, désolé de ne pas pouvoir prendre toutes les questions, mais vous allez pouvoir interpeller individuellement vos contacts que vous retrouvez sur le site internet de l'événement. Voilà, merci à vous.